Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de cette podcast est de proposer du contenu à haute valeur ajoutée en liaison avec l'actualité immobilière et porté par des Real Insiders, donc des experts qui partageront leur expérience et savoir-faire. Salut Diane, merci de participer au podcast Real Insider. Bonjour Joël, merci pour l'invitation. Merci de m'accueillir dans ces locaux. Alors premièrement, peux-tu nous parler un peu de toi et de ton parcours finalement ? Écoute, je m'appelle Diane, j'ai 33 ans et mon parcours, j'ai fait des études de droit d'abord, puis ensuite j'ai fait le master IEI quand j'ai commencé aussi à travailler en entreprise et maintenant ça fait 9 ans que je suis chez Pilet Renault qui est l'entreprise familiale. Oui. Et en parallèle, j'ai été élue depuis 2018 au Grand Conseil de Genève. Tout à fait. Donc le Parlement cantonal. Oui, ça on va en parler par la suite. Donc aujourd'hui, tu occupes un rôle d'administratrice chez Pilet Renault. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers l'immobilier premièrement, puis finalement après vers la politique ? Est-ce qu'il y a un moment décisif ou une inspiration particulière qui t'a donné envie de faire l'immobilier puis de la politique ? Alors le l'immobilier, je dirais que c'est la passion de mon père pour son métier. Oui. Il adorait, franchement. Il revenait le vendredi soir, un peu triste que ce soit déjà le week-end. Il se réjouissait du lundi et il a été très impliqué dans son travail. Nous, il faut savoir que notre mère, en plus, nous a énormément encadrés. Elle travaillait à 50% aussi. Elle était aussi chef d'entreprise. Mais elle a consacré une place plus importante pour nous. Et je le dis toujours, si je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle particulièrement. Belle parole, ouais. Non, mais parce que ma mère j'étais pas une adolescente facile. Okay. Et ma mère a vraiment su me prendre. Elle avait beaucoup de patience, beaucoup d'amour, bien sûr, mais beaucoup de patience surtout, et beaucoup de mérite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon objectif d'être une mère idéale, c'est d'être comme ma mère. Et après, mon père donc était un passionné lui de son métier, et je me suis dit c'est vrai que j'aimerais faire un métier que j'aime autant que mon père. Donc l'immobilier, qui est un métier où on rencontre des gens de partout, de tous les horizons. C'est pas que des personnes ou fortunées ou dans le social. Enfin, c'est vraiment de tous les types, tous les profils, effectivement. Tout le monde, enfin toute la population genevoise doit être logée, donc passe par une régie immobilière. Et on gère différents types de profils puisqu'on a des locataires, donc de toute classe sociale. On a des propriétaires, on a des petits propriétaires qui ont un immeuble, comme des institutionnels qui ont un immense portefeuille sur toute la Suisse romande, Suisse alémanique. Tout à fait. On a des communes aussi. Enfin voilà, on a vraiment tout type de propriétaires. Et puis on a les entreprises, les corps de métier avec lesquels on travaille, les peintres, les maçons. Donc on côtoie dans différents cadres vraiment de tout le monde, et ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'aime bien le côté humain. Donc on résumait, t'as été bercé dans l'immobilier de par ta ligne familiale, et puis ensuite t'es parti dans la politique. Voilà, alors ça c'est parce que j'ai peut-être un défaut, mais j'ai un gros problème de légitimité. Et c'est vrai qu'en rejoignant l'entreprise familiale, j'étais la fille de. Et personne dans ma famille n'a jamais fait de politique. Et je me suis dit c'est un bon moyen de concilier, c'est sans renoncer à l'entreprise, mais ça me permet de faire un complément. La politique, c'est vrai que étant une femme mais jeune de droite, je me sentais pas forcément représentée par les personnes qu'on avait. Actuellement, oui. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu changer le monde. Quand j'étais jeune, je voulais même être tyrande suisse. D'accord. Donc là, je me suis dit, j'ai l'anecdote, voilà, c'est une bonne voie pour y accéder. Je suis revenue, je veux plus être tyrande suisse, mais les femmes, j'avais joint un parti, le PLR à l'époque, mais j'ai compris qu'il fallait être élu. J'ai compris, c'est pas vrai en plus, mais j'ai pensé qu'il fallait être élu pour pouvoir changer les choses. Je me suis dit, j'ai aucune chance d'être élu, c'est trop loin, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, donc j'y renonce. Et en 2017, au moment de constituer la liste, les femmes PLR m'ont approché pour faire partie de leur liste. Et c'est comme ça que je t'ai lancé dans la politique. Je me suis dit, je vais faire la campagne. En fait, j'ai été élue et depuis, je me suis pris au jeu et j'aime beaucoup. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui est qu'à moi parce que dans la famille, on n'en fait pas. Ok, génial. Ça, on va revenir après justement par rapport à cette politique et les avantages que ça peut t'amener dans l'immobilier. Mais est-ce que tu peux nous décrire toi aujourd'hui ton rôle et tes challenges dans le poste que tu occupes actuellement chez Pilet Renault ?
Alors, chez Pilorno, j'occupe plusieurs fonctions. Je suis très impliquée dans la gestion de l'entreprise, la relation avec nos propriétaires d'immeubles. Oui. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est toujours de réfléchir, les requêtes de personnel, les avantages. L'autre chose que j'ai beaucoup fait, c'est que moi, je forme des services qui n'existent pas. Donc, on n'avait pas de service RH. J'en ai formé en 2019. Oui, j'ai vu ça justement sur votre site internet. Tu étais aussi directrice des ressources humaines. Oui, alors maintenant, j'ai engagé une structure qui est très bien et très autonome. Je donne juste la vision stratégique. C'est elle qui fait vraiment tout. Génial. Mais c'est vrai qu'on est parti de rien. On n'avait pas, donc effectivement, pas du tout de service RH. J'ai engagé d'abord une assistante RH, puis ensuite une gestionnaire RH, et puis maintenant que tout est mis en place, on a une directrice. Donc on a vraiment amélioré ce service au fur et à mesure des années. J'ai créé aussi une structure pour la gestion de toutes nos entreprises, les fournisseurs. Oui. Tous les corps de métier avec lesquels on travaille, parce qu'avant c'était un peu qui voulait travailler travaillait. Oui. Donc maintenant, on a cadré tout ça. On a développé une stratégie, développé une charte éthique qu'on fait signer à tous nos employés et à tous nos fournisseurs. Génial. Et j'ai aussi développé avec notre développeur interne une application qui nous permet d'avoir une visibilité sur le chiffre d'affaires de toutes les entreprises avec tous les collaborateurs chez nous. Ok. Ça permet aussi de faire des ajustements en cours d'année et d'avoir une visibilité. Des contrôles, etc. C'est ça. Et il y a 3 ans, j'ai développé le service des rénovations énergétiques parce que là, c'était effectivement un sujet qui était vraiment d'actualité. Donc, donc ça, c'est mon dernier projet. Oui, tu m'en avais parlé en off, chantier rue de Carouge, notamment, ouais. Alors en fait, le chantier de la rue de Carouge, c'est effectivement, on a fait plein de chantiers, mais c'est le premier chantier qui pour moi est vraiment l'essence du service rénovation durable. D'accord. L'idée m'est venue une fois quand je marchais, quand j'avais été visiter un chantier, puis que je voyais toutes les bâches de protection en plastique qui remplissaient les bennes. Je me disais, mais c'est quand même fou le nombre de déchets qu'on consomme pour un chantier. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la finalité, les indices de déperdition de chaleur, donc les IDC, et de à quel point il faut diminuer ces déperditions de chaleur. Oui. Mais on s'intéresse pas à l'énergie grise, à tout ce qui est émis pendant ces chantiers-là. Ouais. Et donc, on sait que les chantiers, c'est 70% des déchets en Suisse. Donc voilà, donc moi je voulais diminuer les déchets parce que effectivement j'ai véritablement une sensibilité à ça et c'est pas que le résultat qui m'intéresse mais aussi comment on y arrive. Et c'est pas qu'un concept parce que généralement on voit aussi beaucoup de greenwashing à gauche à droite alors que chez vous c'est vraiment concret tout ce que vous avez mis en place. Je vais rebondir d'ailleurs par rapport à ça parce que j'ai vu dans l'un de tes derniers posts lié plutôt à la politique mais c'est lié en immobilier politique, il y a un lien très concret mais que tu avais déposé ou que ça avait été accepté le projet de loi PL 1395A visant à simplifier, accélérer les démarches pour les rénovations énergétiques. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus par rapport à ça? Il a été accepté, on l'a voté au Grand Conseil et maintenant il est entré en vigueur. Génial. C'était de dire, si aujourd'hui, jusqu'à cette loi, quand on faisait une rénovation énergétique ou pas, le délai officiel est de 3 mois, mais à chaque demande de complément du département, le délai est suspendu, ils ont 1 mois pour répondre, et le délai repart. D'accord. Donc on s'est retrouvé dans des cas de figure, nous concrètement, avec des dossiers qui ont mis plus d'1 an à être délivrés, l'autorisation qui a mis plus d'1 an à être délivrée, parce qu'il y a eu maintes demandes de compléments. Okay. Je dis, c'est pas pour jeter la pierre à l'État. Je pense qu'il y a des mandataires qui savent que de toute façon il va y avoir des demandes de compléments, donc rendent des dossiers incomplets. Ouais. Donc ça surcharge les services de l'État. Et ensuite, effectivement, il y a des personnes à l'État qui disent je suis pas prêt à rendre le dossier, je vais gagner du temps. Et on a reçu des fois des demandes de compléments qui étaient totalement aberrantes. Okay. Donc le projet de loi qui a été accepté dit dans le cadre et uniquement dans le cadre des rénovations énergétiques, le délai de 3 mois dont parle la loi n'est pas suspendu en cas de demande de complément. Okay. Et si le département refuse l'autorisation, il doit justifier pourquoi et pas simplement dire j'ai pas eu le temps de le traiter, donc tant pis. D'accord. Et du coup, ça facilite finalement le job de toutes les parties immobilières existantes. Et puis c'est vraiment un point qui est, je dirais déjà positif pour la branche. Et pour rebondir par rapport à ça, c'est une question que tout le monde, quand j'ai dit que je venais de voir, on m'a demandé si la politique était utile pour l'immobilier. Et là, on a une réponse concrète, mais au-delà de ça, en tant que député au Grand Conseil, est-ce que tu sers les intérêts de l'immobilier et est-ce que tu vois une vraie coloration entre politique et immobilier actuellement? Alors, moi, je dirais, l'avantage de notre Parlement en Suisse, mais encore plus dans les cantons, c'est d'avoir un Parlement de milice. Donc avec, sur le principe, des professionnels qui savent de quoi ils parlent.
Moi, ce que j'apporte, mon but, c'est pas aujourd'hui, je sais que je suis un peu un cliché avec une étiquette, je suis PLR, je suis propriétaire, je suis régisseuse, donc j'ai tous les vices pour la population. Mon but, c'est pas de renforcer la possibilité d'augmenter les loyers et puis de créer encore une pénurie. Maintenant, j'ai des convictions profondes. Moi, je pense que plus on met de lois, plus on cristallise le marché. C'est ce qui se passe avec le marché du travail en France, où le code du travail est épais de 1000 pages, alors que chez nous, il en fait que... ça devient infernal, Chez nous, il fait une centaine de pages, il est beaucoup plus fin. On a un taux de chômage beaucoup plus bas qu'en France, parce qu'aujourd'hui, si vous engagez quelqu'un et que ça se passe pas bien, vous pouvez le licencier. Alors qu'en France, c'est impossible, donc vous prenez pas le risque, il y a beaucoup plus de contrats à durée déterminée. Voilà. Pour moi, c'est un peu la même chose avec le logement. Là, on a eu un exemple concret d'ailleurs avec l'Argentine, où je valide pas du tout ce président, mais le président ultra-libéral a libéralisé complètement le marché le marché locatif. On avait 6 000 logements sur le marché avant qu'il libéralise, et aujourd'hui on en a 19 000. Et on a eu un taux d'inflation des loyers que de 0,4, alors que ça faisait des années que tous les loyers étaient en train d'augmenter. Donc, je sais pas si c'est un exemple exprès. C'est 6 mois de violence, mais ensuite ça s'est ajusté. Et voilà. Et donc, pour moi, avec la politique, c'est aussi de dire, avec des cas concrets que je vous apporte, je vous démontre, typiquement les rénovations énergétiques. On n'arrête pas de parler de rénovation. Mais il faut l'amener concrètement, et justement, là, tu amènes des clés pour l'immobilier durable et écologique de demain. C'est ça, comme l'accord sur les rénovations énergétiques, où au début, ils étaient passés dans des concepts purement politiques et absolument pas pratiques. Et j'avais dit depuis le début, pratiquement, on a déjà une façon de travailler aujourd'hui sur les subventions possibles. Il faut pérenniser la pratique actuelle plutôt que de revoir le système dans son intégralité, parce que la pratique actuelle convient et permet d'avoir une visibilité en termes de travaux possibles. C'est ça pour moi le... Génial. Et puis pour justement personnellement, moi je t'ai beaucoup vu aussi, notamment à la télé, à travers les médias, aussi sur LinkedIn. Et je vois que t'es un peu partout, que t'es pleine d'énergie, de détermination. Enfin, t'es hyper solaire. Ça c'est mon avis, l'avis de beaucoup de monde. Mais quel est le secret pour garder ce cap-là? Parce que j'ai l'impression que t'es au four et au moulin, et puis que mine de rien, avoir un poste d'administratif chez Pilet Renault et gérer quand même beaucoup de personnes, même sur les directions, plus ton poste au Grand Conseil, plus le fait d'être future maman. J'ai déjà des enfants. Ah, t'as déjà des enfants. Les autres sont nés. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Enfin, quel est le secret finalement? Alors, j'ai 2 secrets. Le premier, c'est que je suis bien organisée. Je pense que il faut pas se noyer quand ça va pas, faut juste prioriser. Et j'arrive à me dire là je vais pas réussir à tout faire. Il y a des choses que je vais mettre de côté et prioriser sur ce qui doit être vraiment traité aujourd'hui plutôt que demain. Apprendre à dire non aussi. Et puis moi je suis bien entourée. C'est-à-dire que déjà j'ai de la chance, mes parents sont ici, j'ai un frère et une sœur sur qui je peux me reposer aussi, et par rapport aux enfants, ma vie de famille, j'ai un mari qui est lui autant impliqué dans l'éducation de nos enfants que moi, pas plus, pas moins, mais autant. Et ça fait qu'on se répartit les tâches. Je lui dis ce soir j'ai un événement, et puis lui il est pompier volontaire aussi. Donc lui me dit ce soir j'ai les pompiers volontaires, puis on s'organise pour faire en sorte que ça tombe pas en même temps. On a un calendrier commun. Mais c'est quand même des grosses journées pour toi. Oui. Week-end inclus, j'imagine. C'est des grosses journées, week-end. Alors le week-end j'essaie maintenant de le prioriser pour mes enfants. Mais je prends beaucoup moins de choses le week-end, et j'essaie de sauvegarder 1 ou 2 soirs pour eux aussi. C'est important quand même que mes enfants me voient, puis que qu'ils aient quand même leurs parents. Mais l'organisation fait que c'est pas des si grosses choses. Je pense que honnêtement, si j'avais pas la politique, par exemple, je l'aurais comblé par une autre tâche. Et c'est vrai que... T'en as besoin, en fait. Voilà, j'aime bien avancer. Faut que ça bouge. Et moi, je pense que c'est exactement comme les coureurs que j'admire beaucoup, mais que je ne comprends pas. C'est les gens qui vont courir le matin. Je dis, mais comment ils font pour aller courir? Moi, je cours 3 secondes et je suis essoufflée, j'ai envie de mourir. Parce qu'en fait, ils ont l'habitude. Et c'est clair. T'as pris un rythme qui fait qu'aujourd'hui, tu pourrais pas... finalement, ne rien faire, quoi. Non, d'ailleurs, les week-ends où j'ai rien, j'organise plein de choses. Donc, on va aller au zoo, on va aller au Bellevue, enfin, on fait des choses avec les enfants. Enfin, mais parce que plus on fait de choses, plus on arrive à prendre de choses supplémentaires, je pense. Et puis ça roule. Et puis il y a beaucoup de familles historiques qui opèrent gentiment une transition générationnelle. Je pense à vous. Il y a peu aussi, par exemple, de Ram, peut-être Bordier aussi, Bordier, Schmidhauser, etc. Comment ça s'est mis en place chez vous, avec notamment toi, Alix, Henri, etc.
Est-ce que vous avez opéré cette transition? Est-ce qu'elle est en train d'être opérée? Comment ça se passe? Quel est finalement le fil rouge de tout ça? Alors là maintenant, je dirais qu'elle commence à être opérée. Oui. Pas en transition, elle commence à faire effet. D'accord. Je suis arrivée, puis ensuite ma sœur, mon frère s'est assez rapidement rendu compte que c'était pas forcément ce qui l'intéressait, le monde de la régie. Lui est très axé développement de portefeuille, gestion, asset manager en fait. Tout à fait, ouais. Asset manager et il s'est réorienté dans une voie qui est plus justement de la gestion stratégique et de développement de portefeuille, investissement. Il a un aspect plus économique. Alors qu'Alix et moi on est plus gestion d'entreprise. Ok. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement en fonction de nos forces à chacun. Et puis par rapport à la transition, par rapport par exemple à tes parents, il y a eu un accompagnement qui s'est fait. Vous avez été tout de suite dans le jus. Vous avez été, j'imagine formé par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a des clés de lecture pour vraiment opérer une transition qui est saine et puis qui est finalement pérenne à l'avenir finalement? Il y en a. Nous, on a beaucoup discuté. Je pense que la clé, c'est la communication et l'anticipation. Ok. Il faut vraiment avoir la visibilité sur voilà où on veut aller, voilà comment on veut que ça se passe pour que tout le monde soit aussi au clair. Tirer à la même corde, ouais. Voilà, quelles sont les attentes et où on doit se positionner en attendant. Ça évite que tout à coup il y en ait un qui dit écoute, moi je veux aller plus vite que la musique ou trop lentement. Donc c'est effectivement l'anticipation et puis ensuite vraiment de communiquer parce que forcément en famille il y a beaucoup de non-dits, on veut pas se blesser, mais d'un autre côté on va prendre plus mal. Moi si mon père me dit que je suis nul, c'est pas la même chose que si mon patron me dit patron lambda me dit que je suis nul. C'est clair. Patron lambda est stupide et n'a rien compris. Mon père il connaît mieux que personne, ça veut dire que je suis vraiment nul. Ouais, je comprends. Donc voilà, il y a de l'émotionnel forcément en famille. Oui. C'est là où effectivement bien communiquer et tout mettre sur la table et savoir gérer tout ça. C'est ça, c'est capital. Ok, génial. En tout cas, j'ai vu la discussion qu'on a eue aussi avant off avec Alix que ça se passait hyper bien. Et puis je pense qu'en tout cas, on voit qu'il y a une vibe que je dirais plutôt positive. Donc ça, c'est génial. Et très complémentaire avec. Et puis ça. ouais, puis justement, on parlait aussi, notamment aussi de SPG, etc. Et j'avais une question par rapport à ça. Comment toi tu perçois l'évolution finalement du rôle des femmes dans l'immobilier? Aujourd'hui, il y a justement, vous êtes une nouvelle génération, mais qui est majoritairement par exemple féminine, et on sait que historiquement le milieu de l'immobilier est un petit peu considéré, à tort aujourd'hui, mais un peu plus masculin. Est-ce que toi, t'as vécu des moments compliqués ou finalement non, c'est assez naturel et t'as pas besoin d'en faire plus pour prouver que t'es pertinente dans ce que tu fais? Non, alors moi j'ai dû faire plus pour prouver parce que je suis la fille pas parce que pas parce que je suis une femme. Ok. J'ai vécu des événements où effectivement j'ai une position hiérarchique, je viens avec des collaborateurs, puis c'est vraiment qu'on se tourne pour prendre le PV. Oui. Il y a forcément des clichés et effectivement tant que je donne pas mon nom de famille, les gens. Moi j'ai de la chance, c'est que j'ai un nom de famille dans l'immobilier qui est reconnu. Oui. Et que je pense que j'ai eu des facilités que d'autres femmes à ma place n'auraient pas eu. Ok. Donc je suis pas totalement représentative. Maintenant, c'est comme en politique. Je viens ces deux milieux qui sont quand même assez encore masculins. Oui. Donc il faut jouer des coudes pour être légitime et montrer faire ses preuves probablement plus. Moi c'est ce que je pense aussi. C'est ma sœur et moi. Travaillons plus que mon frère pour être crédible auprès d'investisseurs banquiers, auprès d'autres personnes. Ok. Maintenant, alors je vais pas tourner dans le féminisme, mais je suis un peu féministe. J'ai dit, je suis devenue féministe avec l'âge parce que j'ai été dans un modèle familial très préservé où je pensais que c'était comme mes parents nous voyaient, c'est-à-dire totalement égaux. Le monde ne nous voit pas égaux pour autant. Ok. Ma première grossesse, tout le monde m'a demandé si j'allais travailler à 80%. Okay, alors que mon mari est employé, que moi je suis chef d'entreprise, je dis pourquoi logiquement pour vous c'est moi qui vais faire un 80% et pas mon mari si vraiment on est. Donc il y a plein d'amalgames, mais je pense que des sociétés maintenant justement comme ça se féminise de plus en plus, on va avoir de plus en plus de femmes à la tête par exemple des régies. Oui. Alors que jusque-là, toutes les régies pouvaient le dire, on avait 60% de femmes, mais dans les conseils d'administration et dans les directions, c'était plutôt masculin. Oui. Je vois que ça bouge beaucoup. D'ailleurs, Livide vient de nommer normalement une nouvelle CEO, justement aussi, j'ai plus son nom en tête.
Mais c'est vrai qu'on voit que on va vers le bon, quoi. Il y a voilà. Même actuellement, on est déjà plutôt. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a ce faux message qu'on a donné, qui est mais une femme à la tête, elle finit par écarter toutes les autres femmes pour être la seule. Ouais. Ça, c'est une idée reçue. C'est des clichés, quoi. C'est un cliché et qui, à mon avis, a été véhiculé par un monde très masculin qui quelque part dénigrait la femme carriériste en la mettant, en lui collant l'étiquette de femme opportuniste qui va décourager les autres. Moi, ce que je vois dans les autres régies, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une femme, chaque fois que des femmes arrivent à des postes à responsabilité, on cherche des moyens pour justement promouvoir plus de femmes. Oui. Pas parce qu'elles sont moins compétentes que les hommes, mais parce qu'elles sont justement peut-être elles se sentent moins légitimes, et donc elles vont pas forcément postuler alors qu'elles en ont tout à fait les capacités. Ouais. Ok, il y avait une anecdote dans mon podcast avec Karine Jorgensen où elle disait pareil, c'est que quand on est un prof au SVIT et puis que c'est un profil masculin, tout de suite on dit oui, alors que quand elle propose des fois des femmes, elle se demande mais tu penses que je suis légitime? Donc c'est quand même quelque chose qui est un petit peu actuel, mais je pense honnêtement qu'on va vraiment dans le bon sens et c'est quelque chose de positif. Et c'était une question que je voulais te poser, parce justement vous êtes quand même une famille où vous avez beaucoup de profils féminins qui sont à la tête de grosses sociétés, et je trouvais que c'était intéressant d'en discuter. Oui. Une autre question: quelle tendance technologique vois-tu transformer le secteur de l'immobilier, et puis comment Pile & Renault s'y adapte? En gros, quelle place prend l'innovation dans ta vision de l'immobilier, et puis comment tu concilies ça avec les traditions du secteur, par exemple? Alors, je pense qu'on a une époque qui est très compliquée effectivement pour les chefs d'entreprise parce que ça bouge très vite. Oui. Et il faut savoir quel trend prendre. Il y a la blockchain, il y a l'intelligence artificielle, les technologies en lien avec. Maintenant, on parle beaucoup de panneaux solaires, mais bien sûr, tout ce qui est transition digitale, le BIM, transition énergétique, le BIM effectivement, parce que tout le monde ne jurait que par le BIM il y a 5 ans, puis aujourd'hui on se rend compte qu'en fait c'est quand même compliqué à mettre en œuvre. Alors, je pense que c'est bien pour les gros projets, mais les plus petits, est-ce que c'est vraiment... C'est très cher donc voilà, on est à une époque où on nous dit attention, il faut pas rater le train en marche. Nous, par exemple, l'intelligence artificielle, on a mis en place un service qui est dédié que aux locataires, réponse aux locataires. Oui. Et avec ce service-là, une application. Si tu es locataire chez nous, tu peux poser les questions, ça te réoriente pour pouvoir faire un bon. Ouais. Parce que t'as une fuite d'eau, par exemple, chez toi. Le bon, avec les questions, va orienter pour faire un bon correct. Ok. Et ça, c'est déjà un système des prémices d'intelligence artificielle qu'on a depuis 2018. Ok. Mais à l'époque, en 2018, quand on expliquait, les gens disaient mais c'est pas personnel, et puis ça veut rien dire, ça ne tient pas compte. Donc les gens préfèrent toujours l'appel téléphonique. Oui. Nous, on le voit dans les statistiques, il y a une plus longue attente. Et on attend 5-10 minutes au téléphone le temps que quelqu'un réponde parce que les gens appellent tous. On se sent plus en sécurité. Voilà. Et puis les gens appellent tous au même moment. Donc forcément, ça fait des grands temps d'attente. Oui. On essaie de le communiquer dessus. Peut-être pas assez. Mais on communique. On a un service avec un chatbot, qui est généré, du ticketing qui est généré par l'intelligence artificielle et qui fait des bons qui seront beaucoup plus fiables que si on appelle au téléphone puis que j'explique moi-même qui suis pas dans le métier technique du bâtiment ce que j'ai. Tout à fait. Et pourtant, les gens préfèrent quand même appeler. Donc, voilà, il faut aussi donner le temps aux personnes, s'adapter. Moi, on a des enjeux aussi sociaux, parce qu'on peut pas maintenant remplacer toute l'humanité par de l'intelligence artificielle. Et puis, je pense que c'est pas une bonne idée, honnêtement. C'est pas une bonne idée. Les chatbots aussi. Enfin, voilà. Donc, on doit pas aller trop vite. On doit pas rater le train non plus. Et ça, c'est un gros enjeu, je pense, pour toutes les entreprises. Vous avez un pôle, alors je sais pas si on appelle ça un pôle innovation ou par exemple un pôle plutôt technologique au sein de Pile & Renault. Oui, on en a. On a un pôle développement. On a un développeur avec donc un pôle qu'on pourrait appeler développement. C'est notre service IT qui est couplé avec le pôle numérique. Ouais. Développement stratégique et qui est sous la supervision de notre directeur financier et technologique et d'Alix. D'accord. Ça c'est sa branche à elle. Génial. Ouais. Alors en plus je pense qu'on a aussi un petit peu parlé en off. Je vois qu'il y a des belles choses chez vous, et justement en parlant d'Alix, et puis quand tu m'as dit que tu as le pôle numérique, j'ai vu que vous aviez aussi des profils marketing à l'interne, dont un responsable marketing digital et une responsable marketing et communication globale. Comment vois-tu toi aujourd'hui le marketing dans le rôle finalement d'une agence immobilière comme la vôtre, et plus globalement dans l'immobilier? C'est capital. D'accord. Alors déjà effectivement dans une régie, c'est toujours important parce que de véhiculer l'image, de se faire connaître d'une société, c'est toujours prioritaire. Maintenant dans le monde des régies, je dirais globalement,
et l'immobilier. Mais l'immobilier a très mauvaise, ça je me rends compte politiquement, l'immobilier a très mauvaise presse. Historiquement, c'est horrible, catastrophe. Ouais. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, l'augmentation des loyers. Moi, j'essaie de rappeler aux gens. Oui, aujourd'hui, si tu déménages et que tu cherches un logement, ça va être très cher. Oui. Mais le loyer moyen, il est à 1500 francs. Donc, ça veut dire que l'intégralité de la population genevoise, les 500 000 du Grand Genève, habitants, ne payent pas 3000 balles leurs 3 pièces. Clairement. Donc, c'est plutôt lié à du mouvement et la pénurie de logements. Voilà. Donc, le mouvement, c'est plutôt les couples qui se séparent, les jeunes qui cherchent un logement, qui effectivement, eux, n'ont pas en plus un revenu mirobolant. Donc, je comprends qu'il y a des personnes qui vivent cette situation, mais je le vois dans tous les articles que je lis, c'est pas la majorité de la population. Donc, on a aussi, pour moi, des associations comme l'association des locataires, la SLOCA, qui fait des grandes propagandes anti-propriétaires, qui joue beaucoup sur l'amalgame. Les régies sont vos propriétaires, ce qui est pas vrai. Aucune régie n'a des immeubles. Non. Et nous, on est les mandataires, et le but d'une régie, c'est de faire en sorte que le locataire soit bien dans son logement pour pas contester le loyer et pas embêter le propriétaire. C'est notre rôle. Bien sûr, on a le marteau et l'enclume, quoi. Voilà. Maintenant, on a effectivement peut-être un ou deux mauvais éléments, comme partout, qui ne réagissent pas de la même façon. Et puis dans les régies, on a aussi des personnes, moi je me fais aussi leur porte-parole, des personnes qui se font hurler dessus toute la journée parce que dès qu'ils décrochent leur téléphone, la personne est de mauvaise humeur. Bien sûr. C'est de sa faute. Donc eux sont de mauvaise disposition, puis après on en a certains effectivement qui gèrent mal le dossier, qui traînent un petit peu. Mais bien sûr, mais comme dans tous les types de services, tout le monde n'est pas irréprochable. Mais pour avoir déjà entendu certains appels, la façon dont les personnes appellent la régie, c'est très souvent déjà de mauvaise humeur. Mauvais positionnement, donc on va partir du principe que la personne est en faute, même si c'est pas sa faute à elle, et décharger sa colère du moment sur la personne. Mais ça j'ai une question, parce que c'est vrai que j'ai déjà vécu, en fait, c'est que c'est vrai que l'immobilier est considéré un peu comme le service après-vente dans la télécommunication. Et là, on parle justement de marketing et d'image, mais est-ce qu'il faut pas peut-être un peu plus, alors soit communiquer, soit lever le voile sur cette transparence, de dire, mais nous, les régies immobilières, on est là pour gérer bien, on a un propriétaire, on a un locataire, on fait le mieux possible. J'ai pas l'impression d'avoir vu ce type de communication globalement dans le spectre immobilier, en tout cas suisse romand. Est-ce que là, justement, il n'y a pas quelque chose à travailler en termes d'image pour justement, ou alors je sais pas, envoyer un flyer à chaque locataire, leur expliquer la réalité des choses. C'est vrai que bon, finalement, un locataire pas content, ça reste un locataire pas content. Puis votre régie vous envoie une communication pour vous dire si jamais on est quand même sympa, alors ne parlez pas comme ça. Et bah, super, je vais changer mon fusil d'épaule. Non, le problème c'est qu'on a une image aujourd'hui qui est relayée beaucoup par les médias et beaucoup par les politiques. Bien sûr. Moi, quand je parle, y compris dans mon camp, les gens disent oui mais bon, toi t'as un conflit d'intérêt, ou toi ta régie. La dernière fois je suis passée à la télé avec Antonio Hodgers qui a dit 3 fois que oui mais ma régie c'est différente, et puis que nous on était différents. Alors j'ai dit ça fait une super pub, mais d'un autre côté ça nous aide pas dans la profession, parce que faire une généralité d'un ou deux mauvais éléments, c'est ça qui nous péjore. Mais je suis d'accord, il faut qu'on travaille plus sur la communication. Moi j'aimerais bien que les associations professionnelles s'associent pour faire. Et je dis en termes social, les régies aujourd'hui on offre tout le pont entre Noël et Nouvel An. Parce que je vois, à chaque fois que je recrute un collaborateur, je dis oui, alors si jamais vous avez tant de jours, vous avez les vacances, plus le pont entre Noël et Nouvel An qui est offert, et l'ascension et le Genevois, ils me disent oui, bon, ça c'est comme dans toutes les régies, hein. Oui, bon, d'accord, vous êtes gâtés, mais d'un autre côté, on fait beaucoup pour le social. Nous, on a une personne en situation de handicap mental qui travaille chez nous, parce qu'on aimerait essayer de réinsérer professionnellement des personnes qui n'ont pas forcément cette chance partout. On a des apprentis, toutes les régies ont plusieurs apprentis. Formateurs, Nous, on en a 6 ou 7 pour 100 collaborateurs, donc ça représente quand même plus de 5% de l'entreprise. Donc on fait énormément dans le social, la réinsertion professionnelle, donner sa chance à des personnes qui ont jamais été dans l'immobilier. Et c'est ce qui a un vrai rôle, hein. Oui, et puis c'est un coût, c'est des coûts 100% pour l'entreprise. Oui. Mais c'est d'essayer de jouer notre rôle social d'entreprise. Mais effectivement, moi quand je vois l'idée reçue, les commentaires parfois, les avis Google, on le dit toujours, Et ce que je rappelle, c'est vous payez 2000 francs de loyer, c'est pas 2000 francs ni dans la poche du propriétaire ni dans la poche de la régie. Nous déjà on gère avec un taux qui n'est pas du tout 10%. Bien sûr. Mais en plus, on a le propriétaire aussi. Il paye beaucoup d'impôts. Les impôts à Genève sont très très élevés. Les charges d'entretien de l'immeuble,
les charges courantes, les mandataires à payer. Donc c'est jamais 2000 francs, c'est même pas 1000 francs dans sa poche. Non, tout à fait. J'en parlais d'ailleurs avec Robin Crisinel justement sur la pression des honoraires de gestion, et où on disait que globalement aujourd'hui faire que de la gérance, selon la taille, la structure de la société, ça peut être plus ou moins compliqué parce que la pression sur les honoraires avec la transition digitale, avec justement les coûts de développement d'un département de rénovation énergétique, etc., plus les charges structurelles d'une société, c'est pas évident de vivre qu'avec des honoraires de gérance aujourd'hui. Pour moi, c'est même quasi impossible. Et c'est pas que, c'est aussi les charges RH, parce qu'aujourd'hui, les propriétaires nous demandent tous de baisser les honoraires, mais par contre, sont beaucoup plus exigeants en termes de connaissances. On doit faire 2 ou 3 rapports, reporting sur l'état du bâtiment, la stratégie, les machins. Donc, des rapports qui demandent beaucoup de travail. On doit être spécialisé c'est notre rôle, c'est notre rôle, ça, je me plains pas, mais on doit être archi spécialisé avec des lois qui, dans le logement, on a une dizaine de lois différentes. La LDTR, la LCI, la LGL, la LUC. Enfin, je vous les appelle volontairement, mais c'est pour montrer qu'il y en a pas mal, il y a une dizaine, j'avais compté minimum. Donc, il y a une superposition de lois que chez nous, on doit connaître sur le bout des doigts, les règlements, qui eux passent pas par le biais d'une loi, parce que quand on parle d'autorisations qui sont longues à obtenir, aujourd'hui, c'est 10 formulaires qu'il faut remplir pour faire une rénovation d'un appartement. Donc, il doit être archi spécialisé. Oui. Donc, le degré de connaissance par rapport à il y a 10 ans est vraiment supérieur. C'est des profils spécifiques qui coûtent cher. Voilà, qui sont peut-être rares sur le marché. Ouais. On paye des fortunes chaque année dans la formation, parce que chaque année, on a 50% de notre effectif qui se forme dans des formations ponctuelles ou dans des formations sur plusieurs mois, mais ils sont formés pour pouvoir répondre aux exigences et aux attentes et être spécialisés dans le domaine. Oui. Mais donc, c'est un coût. Et par rapport à ça, j'ai dit, nous, on arrivait au point de rupture où maintenant on prend plus 360. Ah ouais. Non, carrément. On prend plus de mandats en dessous d'un certain taux. OK. Parce qu'on s'en sort plus. On a remarqué que c'était le taux de rentabilité et puis minimum, et puis quand tout ça vaut pas la peine. OK. Parce qu'on a dit, à force de nous couper les coûts, maintenant, nous, on s'en sort plus. T'es obligé d'être à 360, sinon c'est compliqué, quoi. C'est ça. Et puis moi, je suis pas forcément favorable à grandir. J'ai pas de velléité de sortir du canton ou de devenir la première régie du canton. Oui. On a une vitesse de croisière. Aujourd'hui, on a 120 collaborateurs. Ouais. Je sais que le statut dessus à 150, c'est une autre structure, des investissements beaucoup plus conséquents dans le numérique. Tout à fait. Enfin, donc c'est autre chose. Et moi aujourd'hui, j'ai pas forcément envie maintenant d'être à 150. Donc c'est là aussi où je dis, je peux me permettre d'avoir le luxe de dire, on fait un roulement pour pouvoir revoir les mandats et essayer d'être d'avoir une rentabilité de l'entreprise avec la gérance effectivement. Qui est acceptable, quoi. Voilà. Ouais. Parce que les autres domaines sont les promotions, ça va être compliqué sur les prochaines années. Ok. Dernière petite question. Est-ce que déjà il y a une question que tu aurais voulu que je te pose concrètement? Est-ce qu'il y a peut-être un point qui te tenait à cœur et que tu souhaitais discuter, ou est-ce qu'on a fait le tour par rapport aux questions que j'avais envie de te poser et par rapport à Pilet Renault? Non, moi ce que je dis c'est effectivement. Pour moi, comme j'ai répondu, mais je pense qu'à chaque fois tu m'as posé la question, puis je fais beaucoup de digressions. Non, pour moi, ce qui est important, c'est que les gens se rendent compte qu'effectivement, être à la tête d'une entreprise, c'est pas, surtout d'une entreprise familiale, c'est pas tout facile. Non, je pense pas, alors, ouais. C'est pas, je me plains pas, et moi je suis très contente. Bien sûr. Mais effectivement, en tant que fille entrepreneur, on doit travailler beaucoup plus. On te challenge plus. On doit beaucoup plus travailler avec les autres aussi, effectivement. Je fais pas les mêmes journées que les autres. Moi, les gens qui me disent, mais c'est facile, toi, tu te rends pas compte, t'es déconnecté de la réalité. Oui, mais en fait, moi, mon rôle, c'est de connaître la réalité pour pouvoir proposer des conditions à mes employés, notamment. Tout à fait. Je parle beaucoup avec mes collaborateurs, donc c'est effectivement, on se rend pas compte, mais la reprise d'une entreprise familiale, c'est plus de travail, je pense, que d'être simplement. Et puis il y a une pression aussi de pérenniser et puis de justement continuer à faire ce que Pilet Renault est aujourd'hui. C'est ça. Je pense que en plus une pression supplémentaire, et puis t'as cette question justement de légitimité. Oui, mais c'est la fille d'eux, alors que pas du tout. Vous voyez que vous travaillez ensemble avec Alix, Henri, enfin toute la direction, et puis que c'est pas c'est pas facile. Non, il y a de l'émotionnel aussi dans le fait de travailler en famille. Il y a la relation avec les autres, parce que là on n'a pas parlé, mais on a nos 2 directeurs, Cécile Dupré, Raphaël Delessert, qui ont une place au milieu de tout ça. Il peut se faire. Puis Henri Schild, l'associé de mon père, qui lui a aussi énormément travaillé pour développer la structure. Tout à fait, oui. On parle beaucoup de nous, donc c'est de faire attention. C'est pas qu'une histoire de famille, mais aussi d'employés qui sont là depuis des années, des collaborateurs, des directeurs. Des personnes qui sont là depuis toujours. Et puis pour moi, il y a des gens qui rêveraient de me voir me casser la gueule. Donc c'est vrai ça?
Oui, Tu penses? bien sûr. Ok. Comme tout le monde, les gens aiment bien. On voit ce qui se passe avec les SIG. Des fois, les gens sont assez durs avec des personnes. Je veux pas me prononcer sur ce conflit-là, mais c'est vrai que des fois se dire, les gens ont travaillé très dur pour arriver à faire quelque chose, et le premier petit caillou sur le chemin, et bim, il faut prendre des mesures radicales. Je trouve terrible. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est que effectivement, moi, si ça va pas maintenant, je peux pas partir. Je suis dans un bateau qui coule, je dois le colmater comme je peux, je peux pas partir. C'est pas simplement voilà, mon père m'a dit un truc qui me déplaît, maintenant je claque la porte et puis je fais autre chose. Ouais. Donc voilà, c'est apprendre à gérer ses émotions, et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes dans la société ne font plus forcément cet exercice, et c'est dommage. On est dans un monde plus clivé, ouais. Ouais. C'est effectivement, c'est blanc ou noir. Ouais. Et à la première frustration, si ça va pas comme je veux, je m'en vais. Ouais. Et je trouve dommage parce que les gens n'apprennent plus à justement à se renforcer et à faire part à ça. Donc c'est un peu ce que je veux dire. Mais c'est, je pense, la force que m'a donné l'entreprise familiale, c'est de faire face à l'adversité. Il y a des moments de coup dur, de faire bonne figure, de pas montrer quand ça va pas, mais par contre de m'entourer des bonnes personnes pour faire en sorte qu'ils m'aident aussi. Que ça roule. Voilà, à repartir sur de bonnes rails. Ok. Génial. Écoute, merci beaucoup. On arrive à la fin du podcast. Bienvenue dans la communauté Real Insider. Et puis franchement, c'était hyper intéressant. Donc vraiment, merci de m'avoir accueilli dans vos bureaux. Et j'espère qu'on fera le point d'ici quelques années pour voir où est aujourd'hui Diane Barbier-Muller ainsi que Pilar Renaud. Merci à toi et bravo pour ce que tu fais. Donc merci beaucoup, c'est gentil. C'est très bien d'interviewer des gens de partout. Donc j'aime beaucoup ce que tu fais et merci pour l'invitation. C'est très gentil. Merci beaucoup, Diane.